Bonjour tout le monde, on va débuter le webinaire. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le webinaire sur l'accessibilité aux services de consommation supervisée, un défi à notre portée. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la COCSIDA. On est vraiment chanceux aujourd'hui d'avoir les 5 organismes qui gèrent ou qui sont en voie de gérer des services de consommation supervisée. Ça a pris vraiment longtemps de lutte avant de pouvoir éventuellement avoir les exemptions, l'accessibilité, l'acceptabilité sociale qui est encore un défi. Donc, on est content de pouvoir présenter aussi aujourd'hui les bons coups, les enjeux, les défis passés, présents et futurs. On a avec nous Sandhya Vadlamoudi qui est en transition entre la direction générale de Cactus et la direction générale de l'Association des intervenants en dépendance du Québec. On a Julien Montreuil qui est directeur adjoint à l'Anonyme, Martin Pagé qui est directeur général de Dopamine, on a Anne-Marie Guilbeault qui est coordonnatrice clinique de Spectre de rue et Mario Gagnon qui est directeur général de Point de repère à Québec. Donc, la présentation, on va passer, pardon, le multitâche. Donc, on va faire l'historique, ils vont faire l'historique de la mise en place des services de consommation supervisés. On va avoir aussi un état de la situation actuelle et les défis, les différents modèles qui sont possibles maintenant que les exemptions de Santé Canada se sont assouplies, les critères. Et on va avoir deux exemples de défis liés à la cohabitation sociale et on va terminer par les perspectives pour le futur. Donc, je vais passer la parole à Sandhya. Merci Martine, bonjour tout le monde. Alors, je m'excuse, j'essaie de changer la diapositive et ça ne fonctionne pas. OK, merci. Donc, Martine l'a dit en début de présentation, c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à voir le jour, donc plus d'une décennie là, a été nécessaire pour ça. Mais on a quand même fixé un peu l'année 2012 comme étant l'année de début vraiment des travaux ayant comme objectif très concret l'ouverture des, ce qu'on appelait à l'époque des services d'injection supervisés. Maintenant, on utilise plus l'appellation service de consommation supervisée. Mais en 2012, ça a marqué le coup parce qu'il y avait eu le dépôt de l'étude de faisabilité déposée par le directeur de santé publique à Montréal à l'époque. Et cette étude de faisabilité-là avait rassemblé l'ensemble des acteurs concernés par une arrivée potentielle du projet à Montréal. Donc, les groupes communautaires avaient participé là, au contenu de l'étude de faisabilité, mais également d'autres acteurs comme le SPVM, comme l'Ordre des infirmières, le Collège des médecins, bref, la Ville de Montréal. On avait rassemblé l'ensemble des acteurs et on avait travaillé en comité pendant une bonne année et demie même, pour être capable de déposer ce rapport-là et enligner le travail à faire pour la rédaction de la demande d'exemption qui devait être déposée au fédéral à Santé Canada. Alors, c'est sous le leadership de la DSP de Montréal qu'on avait mené ces travaux-là. Et ça a influencé quand même aussi la teneur du projet parce que c'était évident pour nous à l'époque, on était sous le gouvernement conservateur à ce moment-là, puis on se rappelle que ce gouvernement-là, avec Stephen Harper à la tête, avait comme objectif de mettre le plus de bâtons dans les roues possible à l'émergence de nouveaux services d'injection supervisée et même s'activait très fort pour que ceux qui existaient déjà, et particulièrement celui qu'on connaît mieux à Vancouver Insight, à le faire même fermer. Donc, dans ce contexte-là, de se rassembler sous ce leadership-là de la Direction régionale de santé publique, c'était stratégique pour faire passer le projet pour qu'il soit également, pour qu'il soit accolé une certaine aussi crédibilité et qu'il soit vraiment entériné par l'ensemble des acteurs là, qui pouvaient être concernés. Mais ça fait aussi que le projet qui a été déposé avait un côté beaucoup plus médical et clinique, avec un accent très important sur la sécurité. Parce que dans les critères liés à l'octroi d'exemption,
c'était une préoccupation qui était assez grande. Donc, il fallait démontrer que tout était pensé à l'intérieur du continuum là, du parcours de l'usager et qu'il n'y aurait aucune faille en lien avec la sécurité. Un exemple de ça, c'est qu'on a tous dans nos SCS, pardon, moi-même je me trompe, on a tous dans nos services, dans nos installations, une voûte qui sert à récupérer les drogues, les substances qui seraient laissées soit dans la salle de consommation ou en fait dans l'espace d'accueil ou de répit. Donc, on doit en disposer en prenant la substance, en allant la mettre dans cette voûte-là et ensuite, c'est un représentant du SPVM qui doit venir chercher les substances trouvées dans la voûte. Donc, c'est quand même des processus qui sont assez, en fait, très axés sur la sécurité et des processus qui demandent des protocoles multiples. Donc, ici, on a une petite vue de l'évolution du projet dans ce contexte-là politique. Donc, de 2012 jusqu'à 2015, on a travaillé tout le monde ensemble la demande d'exemption. Donc, cette demande-là devait répondre à un ensemble de critères très détaillés. Donc, on devait avoir les plans de nos services complètement dessinés au détail près. On devait avoir également chaque employé, chaque personne qui allait travailler au service devait également passer son, comment ça s'appelle là? Quand on embauchait quelqu'un pour les antécédents judiciaires, c'est ça. Et on devait déposer là, toutes ces informations-là de façon nominale dans notre demande d'exemption. L'ensemble des protocoles d'opération devaient être développés. Bref, il y avait à peu près pour 300 pages, entre 250 et 300 pages d'éléments très détaillés pour le dépôt de la demande. Ce qui fait qu'on a pu déposer cette demande-là, en fait, en mai 2015, parce qu'on a eu également à ce moment-là l'appui du gouvernement provincial, donc de Québec. Cet appui-là était incontournable, devait faire partie intégrante de la demande d'exemption à déposer au fédéral. Donc, on a eu un appui au projet, à son essence, mais également une confirmation que le projet allait être financé. Alors ça, c'est un moment qui a été déterminant parce qu'on a pu finalement faire transiter cette demande-là au fédéral. En octobre 2015, il y a eu l'élection et c'est là que Justin Trudeau, avec le Parti libéral, a été premier ministre et ça a rapidement fait évoluer les choses au niveau du traitement du dossier des exemptions à Santé Canada. Déjà, quelques mois après l'élection, en février 2016, la stratégie canadienne sur les drogues changeait et réintégrait à l'intérieur de sa stratégie la réduction des méfaits comme un des piliers importants. Ce qui faisait en sorte que finalement, on regagnait les groupes qui travaillent en réduction des méfaits une légitimité à travers cette stratégie canadienne. Et les années, en fait, de noirceur là, semblaient être derrière nous. Donc, dès ce moment-là, on a senti un assouplissement. Tout à coup, les communications avec Santé Canada devenaient plus fluides. Il y avait des allers-retours. On commençait à comprendre un peu plus comment l'analyse de cette demande d'exemption-là se faisait. Et on avait un échange qui était beaucoup plus ouvert et axé sur une progression de dossier et non seulement une analyse en vase clos et une réponse qui nous mettait, qui aurait pu nous questionner. Alors, de mars 2016 jusqu'en 2017, on a eu ces allers-retours-là avec Santé Canada
pour finalement, en février 2017, recevoir une exemption conditionnelle pour l'ensemble des services prévus à Montréal, donc les 3 sites qui sont installés dans les groupes communautaires, Spectre de rue, Dopamine et Cactus, et également pour le mobile qui était piloté avec l'anonyme. Cette exemption-là, on était au Canada, en fait, les premiers à la recevoir après que Insight à Vancouver et le centre du Dr. Peter Center l'aient reçu aussi, je pense, quelques mois là, auparavant, à la fin de l'année 2016 ou début 2017, là, si ma mémoire est bonne. Donc, avec cette exemption-là conditionnelle à l'exemption, ben, on a pu se diriger vers l'ouverture simultanée de 3 services en juin 2017 parce que Spectre de rue, pour certaines raisons techniques, qu'on pourrait dire, a, lui, obtenu l'exemption plus pour une ouverture en novembre 2017. Alors, les quatre organismes, Cactus, Dopamine, l'Anonyme et Spectre de rue, travaillaient en collaboration avec le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal pour ouvrir le service de consommation supervisée avec l'objectif d'avoir 10 places à Cactus, qui a été fait, 3 à Dopamine qui sont également là, réalisées. L'anonyme avec l'unité mobile, 2 places dans le mobile et Spectre de rue, 4 places dans ses installations. On voit ici une image de l'accueil du site fixe service de consommation supervisée de Dopamine, parce que ça, c'est une chose aussi qui est importante à bien saisir, c'est que les services de consommation supervisée ne sont pas un service qui ce n'est pas un service qui tient tout seul comme ça à côté de ce qu'on offrait déjà. Ce sont des services qui se sont intégrés à ce qui existait déjà et particulièrement aux différents sites fixes qui étaient déjà en place à Montréal. Donc, ils offrent, c'est que les sites fixes offrent maintenant la possibilité d'aller consommer dans une salle supervisée. On voit ici la salle d'injection à Cactus. Alors, 10 cubicules qui sont accessibles avec aussi dans l'espace là, on ne voit pas personne sur la photo, mais normalement, dans l'espace, il y a toujours intervenant par infirmière qui se promènent un peu partout. Les personnes ne sont pas figées derrière le comptoir comme on pourrait l'imaginer en regardant la photo. Ici, on voit une image de Spectre de rue, donc la salle de consommation de Spectre de rue, le lieu d'accueil et également le lieu de répit. Parce qu'après avoir utilisé la salle de consommation, ben, on offre aux personnes de transiter vers le lieu de répit, là où ils pourront prendre le temps qu'ils désirent avant de ressortir et c'est aussi une mesure de prévention, en fait, faire en sorte que les personnes puissent prendre le temps nécessaire pour être certaines que lorsqu'ils sortent, ben, elles sont en état de pouvoir continuer leur journée. Et une image du mobile également qui est piloté avec l'anonyme. Donc, il a fière allure. Et Julien a aussi choisi une belle photo pour qu'on ait une perspective de grandeur, mais je pense qu'il pourrait témoigner que l'intérieur est assez, dans les faits, exigu, mais très, très bien aménagé. Alors voilà, je passe la parole à Julien. Alors, merci beaucoup. Donc, à mon tour de vous saluer tout le monde. Donc, je vais vous parler dans le fond de l'état de situation actuel, comme Martine l'a dit dès le départ, mais aussi des défis qui nous attendent, mais dans lesquels aussi on est déjà dedans par rapport justement à la mise sur pied, mais aussi à toute l'évolution des services de consommation supervisés à Montréal.
Donc, premièrement, au niveau de l'état de situation actuelle, 3 points importants à mentionner. Donc, premièrement, Sandy en a parlé beaucoup à la fin de sa présentation, mais le fait que les services de consommation supervisés à Montréal, c'est un projet multisite qui couvre différents secteurs à Montréal. Donc, c'est vraiment un projet qui initialement a été implanté dans une conception régionale. Donc, c'est un projet qui est décentralisé quant aux lieux, aux différents lieux. Donc, Sandy en a parlé, il y a 3 lieux fixes dans les quartiers centraux, on le dit, Dopamine dans Hochelaga-Maisonneuve, Spectre de rue au centre-sud et Cactus Montréal au centre-ville, mais aussi l'unité mobile qui, à toutes les nuits, se déplace et vient en complémentarité des autres sites, finalement. L'idée, Sandy le disait encore, mais l'idée ça ne vient pas de nulle part, tout ça, c'est déjà ça va en continuité, finalement, des actions qui sont faites par les organismes communautaires autonomes. Donc, l'idée, c'est dans le fond, on est en continuité, par exemple, en continuité, si je parle de l'anonyme, ben, veut pas l'anonyme gère un mobile depuis 30 ans. Donc, l'idée de gérer le mobile service de consommation supervisé allait de soi aussi là-dedans. Donc, il y a vraiment une cohérence dans les actions. Voilà, ça fonctionne. L'autre point en lien avec l'état de la situation actuelle, c'est l'ancrage communautaire. Donc, les services de consommation supervisés sont situés dans les organismes qui rejoignent déjà les populations qui utilisent des drogues injectables. Donc, ça, c'est bien important. Souvent, moi, mes collègues, on le dit, on faisait le pré-injection, on faisait le post-injection, maintenant, on fait le pendant-injection. Encore une fois, un autre élément qui fait que ça ne vient pas de nulle part, finalement, c'est déjà une cohérence. C'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. On travaille déjà avec les personnes, puis on s'est donné les moyens pour répondre aux besoins que ces personnes-là ont. On s'est donné les moyens pour en faire davantage, finalement. Troisième point lié à l'état de situation actuel, le partenariat des organismes communautaires autonomes avec le CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc, on en parlait aussi plus tôt, c'est un travail de longue haleine depuis 15 ans, plus intensément depuis 5 ans, depuis 2012, 5-6 ans. Donc, l'idée, c'est qu'on a vraiment travaillé ensemble pour que, entre les organismes communautaires et le CIUS, pour mettre en place finalement tout ça. Donc, on a travaillé sur les différents protocoles ensemble, on a travaillé aussi sur les différentes formations. Non seulement on les a construits, ces formations-là, mais on les a aussi données de manière commune. Donc, avec le personnel infirmier, avec les équipes d'intervention, et c'était donné souvent en collaboration avec des organismes communautaires et aussi des gens du CIUS. Donc ça aussi, c'est un élément qui est important pour bien comprendre comment ça se passe, les services de consommation supervisés à Montréal. C'est aussi tout ce qui est en lien, ça se vit en lien avec les opérations. Hein. C'est des équipes d'intervention, c'est du personnel infirmier, aussi des pairs qui travaillent ensemble justement dans les services de consommation supervisés. C'est en constante évolution, c'est clair, depuis 1 an et demi. Puis c'est clair que ça amène plusieurs défis, ce travail-là de partenariat qui se développe, qui chemine, qui évolue depuis. Ça amène entre autres le défi de la gouvernance, dont on va parler un peu plus tard, et ça m'amène finalement à parler maintenant des défis qui sont liés à cette implantation-là actuelle, et aussi à comment on le vit finalement, les services de consommation supervisés à Montréal. Donc, premier défi qui nous sautait aux yeux, c'était la continuité des actions. Donc, au départ, ce qu'on se disait, ce qui était aussi véhiculé, c'est qu'au niveau des heures d'ouverture, quand on prenait les 4 sites, dans le fond, les 3 sites fixes et l'unité mobile, on se disait, on a une bonne couverture, dans le fond, à Montréal. Donc, pas 24 heures sur 24, mais quand même plusieurs heures dans la journée, dans la nuit, où il y a des services de consommation supervisés qui sont ouverts. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces sites-là sont, on l'a dit tantôt, liés aux organismes communautaires autonomes, donc qui sont différents, ces organismes-là, qui rejoignent des personnes différentes, puis ces personnes-là qui sont rejointes ne se déplacent pas nécessairement. Donc ça, c'est un facteur qui était bien important pour voir que c'est bien beau les heures d'ouverture, mais c'est clair qu'il y a des lieux en termes géographiques, mais aussi en termes horaires, qui ne sont pas desservis, où il n'y a pas finalement d'action, puis qu'il y a des populations qui ont des besoins et qui auraient besoin de services de consommation supervisés. Notamment, on peut donner un exemple dans l'ouest du centre-ville de Montréal, où vraiment on voit que vraiment il y a des besoins en termes horaires, parce que
oui, il y a une plage horaire là, qui est le matin, qui est pas vraiment desservie, tout ça, c'est bien important de le nommer. Mais aussi, dans l'ouest du centre-ville, il y a vraiment des besoins, pas juste le matin, mais à toute heure du jour et même de la nuit. Et on le voit avec l'unité mobile quand on y va, mais quand même, je sais que Cactus envoie aussi des travailleurs de rue, des messagers qui vont là, mais il y a vraiment des défis à ce niveau-là. L'enjeu de gestion des ressources humaines est un enjeu qui est hyper important. Il se décline, je dirais, en deux. Là, le premier enjeu qui est lié à ça, c'est l'enjeu de, excusez-moi l'anglicisme, mais de staffer suffisamment. Donc, d'avoir suffisamment de personnes, d'être en mesure aussi de répondre aux imprévus pour que les actions liées au site de consommation supervisée puissent continuer. On le sait, hein, c'est pas nouveau, il y a un manque de personnel infirmier dans le réseau de la santé à Montréal, mais au Québec, là, je veux dire, c'est clair. Puis, c'est sûr que les services de consommation supervisés n'y échappent pas. Donc, il peut y avoir des difficultés à ce niveau-là. Mais aussi, on est en situation de plein emploi ou pratiquement au Québec, veut pas. Et ça fait en sorte que c'est pas juste le personnel infirmier qui va avoir des difficultés à staffer, comme je dis, ou avoir suffisamment de personnel, mais aussi dans les organismes, il y a vraiment des défis à ce niveau-là pour être en mesure, justement, d'être ouvert, comme on le dit, et de pouvoir offrir les interventions qui sont adéquates pour les personnes. L'autre enjeu qui est lié à la gestion des ressources humaines, pour nous, c'est l'enjeu de la confrontation des pratiques. Donc, le réseau de la santé a vraiment une approche qui est dite populationnelle. C'est vraiment ça l'approche, je dirais, globale qui sous-tend les différentes actions. Puis les organismes communautaires autonomes ont une approche, on le dit, communautaire. Donc, une approche qui est centrée sur les besoins des personnes. Donc, souvent, on a à apprendre à travailler ensemble, à vraiment faire en sorte de dire comment on fait que nos actions soient cohérentes, puis soient en lien directement avec les besoins des personnes. Ça amène plusieurs défis, entre autres des défis de confidentialité dans la façon de travailler, et tout ça. Donc, c'est vraiment l'enjeu des gestions des ressources humaines est pour nous un enjeu qui est majeur. Deuxième défi, l'équilibre entre les cultures organisationnelles. Donc, on en a parlé un peu avec la gestion des ressources humaines, mais on a l'action communautaire autonome. Puis dans les protocoles avec l'exemption, tout ce qu'on dit, c'est que comme ce qu'on a développé au niveau des services comme les services de consommation supervisés, c'est que au bout du compte, officiellement, c'est les personnes qui représentent le CIUS qui ont le dernier mot quant à la présence des personnes dans la salle d'injection et tout ça. Donc ça, c'est théoriquement. Mais dans la réalité, comment on fait pour que ça fasse en sorte de respecter aussi l'autonomie des groupes? Parce qu'on se rappelle, ça se passe dans les lieux, chez les groupes, entre autres, et ça. Donc ça, c'est un défi qui est hyper important, puis qui continue à s'adresser continuellement dans l'évolution du dit projet. On parle de l'approche de réduction des méfaits à bas seuil. Le bas seuil, c'est un terme qui, selon nous, est très galvaudé. Hein. Ça veut dire bien des affaires, puis le bas seuil, ben, ça dépend toujours aussi à quoi tu le compares. Je veux dire, ça peut être... Donc, comment faire en sorte de réduire au maximum les différentes barrières d'accès pour justement que ça soit vraiment un accès au plus bas seuil possible. Donc, puis comment on fait ça avec un réseau de la santé qui a une vision zéro risque vis-à-vis ses décisions, ses actions et tout ça. Donc, encore une fois, des espèces je dirais pas de confrontation, mais bon, on peut dire certaines petites confrontations, on peut le dire, liées à ça, donc dans le travail, terrain, tout ça. Donc, c'est un autre défi. Le processus décisionnel qui est très lié à la gouvernance, j'en en ai parlé un petit peu avant, donc de dire justement comment le protocole est fait, c'est que c'est des personnes qui représentent le CIUS qui, au bout du compte, ont le point officiellement, c'est eux qui décident l'accès pour les personnes en salle d'injection. Donc, toujours, encore une fois, comment on respecte l'autonomie, puis aussi le rôle fondamental des organismes communautaires autonomes, parce que c'est nous, les organismes, qui rejoignons pour la plupart des personnes parmi les plus désaffiliées. Fait que comment on fait pour les rejoindre, ces personnes-là? Donc, ça fait lien encore avec l'approche bas seuil. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects en lien avec le défi de l'équilibre entre les cultures organisationnelles. Troisième et dernier défi, mais il y en a plein d'autres, mais c'est parmi les défis qu'on voulait mentionner aujourd'hui, donc l'accessibilité et l'adaptabilité. Donc, ça va ensemble. Donc, l'idée d'adapter pour rendre plus accessible. Donc, c'est en lien avec, bien sûr, le caractère évolutif
dont on parlait tantôt. Donc, de dire, on continue à évoluer, donc à s'adapter pour rendre plus accessible. Donc, il y a un des freins, c'est bien sûr les limitations légales liées à l'exemption. C'est un des freins. C'est sûr qu'au niveau de l'exemption, plus ça avance, plus, on l'a dit tantôt, mais plus elle s'assouplit, plus il y a une volonté justement de s'adapter aux besoins sur le terrain. Et Santé Canada, il donne puis Sandia le disait tantôt, donne une très grande importance à tout l'aspect sécurité, avec l'exemple justement au niveau d'avoir un safe là, pour la drogue qu'on trouve, ce genre de trucs-là. Donc ça, c'est hyper important pour Santé Canada, mais en même temps, nous autres, comment on peut dealer avec cette exemption-là, c'est hyper important. Aussi, les enjeux structurels et l'adéquation avec les terrains, avec les actions sur le terrain, avec les réalités du terrain. Comment éviter, donc c'est en lien avec l'accessibilité, comment on évite d'exclure l'accès à des personnes sur la base des pratiques de consommation courantes. Par exemple, le partage de doses, tu sais, qu'il y a deux personnes qui s'achètent une dose, qui s'en viennent la consommer, qui le partagent pour pouvoir la consommer, c'est une pratique de consommation qui est courante. Or, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait en salle d'injection officiellement parce que c'est considéré comme du trafic. Donc, vous voyez l'idée donc entre enjeux structurels et adéquation avec les réalités de terrain. Donc, c'est un frein, c'est aussi à l'accessibilité pour les personnes. Donc, je dirais que ce qu'il faut faire, à notre sens, c'est de continuer à adapter nos pratiques pour qu'elles soient plus en lien avec les besoins des personnes. C'est ce qui va faire en sorte de rejoindre le plus d'individus possible, puis même parmi les plus exclus. Donc, sur ça, je passerai la parole à Martin. À mon tour de vous saluer, tout le monde. Bon appétit pour ceux qui prennent le lunch. On a un peu parcouru l'historique. Sandia nous en a fait mention en début de présentation. En 2019, Santé Canada aussi s'est ajusté et maintenant propose différents modèles qui sont maintenant possibles à grandeur du pays finalement. À savoir aussi à rappeler que Montréal était la deuxième ville canadienne à ouvrir ses services de consommation supervisée. Et depuis, beaucoup de chemins ont quand même été faits dans le pays afin de répondre, certains diront, à la crise des opioïdes. Personnellement, je l'appelle plus la crise des surdoses, parce que c'est ça qui nous appelle la grandeur du pays finalement, et on fait face à des décès qui ne devraient pas avoir lieu dans nos communautés avec plusieurs freins, plusieurs méfaits qui est lié entre autres à la prohibition des drogues, etc. Donc, ça entraîne une mortalité et l'idée de nos services est aussi de tenter de répondre à cette crise de surdose-là qui sévit le pays au complet finalement. Dans les modèles proposés possibles, on l'a dit un peu tantôt, là, les fameux services d'injection supervisés sont maintenant appelés les sites de consommation supervisés. Et pourquoi? Parce qu'il y a des variations de services à travers le Canada dans différents modèles sous exemption de la loi fédérale, mais il y a plusieurs variations de services qu'on verra un petit peu plus tard dans la présentation, mais qui est maintenant possible au-delà de l'injection supervisée. Disons-le comme ça. Pour venir pallier de façon un peu plus urgente à la crise des surdoses, des centres de prévention des surdoses ont vu le jour dans différentes communautés afin de donner un accès rapide, un accès répondre à l'urgence que sévit les communautés en lien avec les surdoses. Donc, les centres de prévention, on les appelle, dans notre jargon un petit peu, les centres de prévention des surdoses non sanctionnés. Donc, ils sont autorisés par Santé Canada. Ils ne sont pas sous exemption. Ils se veulent aussi avoir un caractère temporaire pour répondre à la crise. On le verra tantôt aussi un peu plus tard, mais ils sont aussi gérés beaucoup par des pairs et beaucoup par des gens impliqués en réduction des méfaits à travers le pays qui sont sous une bannière de bénévolat, mais donnent leur temps afin de diminuer les méfaits dans leur propre communauté. Donc, ces centres-là ont vu le jour dans les dernières années aussi. Le troisième modèle maintenant possible, c'est un site temporaire de consommation supervisée. Donc, c'est souvent une préapprobation qu'un organisme a eue pour opérer une salle de consommation, mais pour permettre, des fois on sait, l'exécution des travaux pour aménager les locaux est souvent
long et ardu pour l'avoir vécu aussi à Montréal. C'était beaucoup de préparation. Donc, dans les communautés où il y a une urgence d'agir, Santé Canada permet d'avoir une installation temporaire pour que les services se déploient rapidement aussi. On est dans un caractère aussi d'urgence quand ces sites-là sont insérés dans un PowerPoint, mais c'est accessible sur le site de Santé Canada. Donc, c'est un petit peu une carte qui se veut insérer dans un PowerPoint, mais c'est accessible sur le site de Santé Canada. Donc, c'est un petit peu une carte qui se veut interactive pour montrer aussi différents services dans les différentes provinces aussi. Présentement, on peut parler, là, on vous expliquait que Montréal est arrivé comme deuxième ville, mais maintenant, plusieurs provinces ont emboîté le pas. On est maintenant rendu à 32 sites officiels, donc sous exemption. Les sites sont principalement en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Finalement, BC a 9 sites, dont 2 mobiles, et le Québec a 4 sites, dont 1 mobile. Et le premier mobile en Amérique du Nord était de nos collègues de l'Anonyme aussi. Et il y a un projet aussi à Québec qui est en train de voir le jour, que Mario nous parlera un petit peu plus tard. Santé Canada aussi répertorie 21 demandes ouvertes en ce moment, donc sous étude, sous approbation, je dirais. Donc, il y a des provinces qui emboîtent le pas pour donner ces services-là à les communautés pour freiner le phénomène de surdose qu'on vit depuis plusieurs années au pays. Selon les sites, on parlait, pourquoi salles ou sites de consommation supervisée, mais c'est parce que selon les réalités et les besoins des communautés, maintenant, ces salles-là peuvent permettre l'injection, mais peuvent aussi permettre l'inhalation, donc fumer le crack, le cristal meth, etc. Il y a aussi la possibilité de consommer par voie orale ou intranasale dans ces salles-là, et c'est pour ça qu'on a un petit peu enlevé le terme injection et un petit peu ouvrir le terme aussi pour la consommation, parce qu'on sait également que la réalité des personnes qui consomment des drogues est pas seulement liée avec le risque de surdose, mais aussi en lien avec toute la criminalisation que les consommateurs subissent au pays. Donc, de pouvoir offrir une salle sécuritaire, non seulement au niveau de la santé, mais sécuritaire aussi au niveau donc, consommer en toute légalité, là, si on peut le dire comme ça, peut aussi grandement réduire les méfaits, finalement, chez les consommateurs. Donc, on veut un petit peu ouvrir ça. Les sites aussi peuvent également autoriser la vérification, là, le fameux drug checking, donc la vérification de substances pour la détection de fentanyl ou autres substances. Mais on parle beaucoup de fentanyl dans la crise de surdose, spécialement dans l'Ouest, mais aucune province n'est à l'écart de cette réalité-là, là, de drogue contaminée finalement. Il y a beaucoup de variations dans la qualité des drogues aujourd'hui qu'on doit porter une attention particulière. Des fois, on n'est pas dans des situations de fentanyl en tant que tel, mais on est dans une variation de drogue, donc pas assez forte ou trop forte. Donc, le drug checking peut venir aider à savoir ce que le consommateur consomme, du moins, et à prendre une décision un peu plus éclairée, je dirais, que si on serait un peu seul là, dans la communauté. Il y a aussi eu un projet pilote d'assistance par les pairs. Julien en a fait un peu mention tantôt. Il faut s'adapter aussi à la réalité. Hein. C'est un défi que Julien a nommé aussi, mais il y a un projet pilote autorisé par Santé Canada pour permettre aux pairs de l'injection pour les gens qui ont un peu plus de difficulté à s'injecter seuls ou qui ont une complication physique dans le moment. Donc, on pense qu'on doit aller de l'avant et de permettre aussi ce type de pratique, puisqu'il répond à une réalité des personnes qui consomment des drogues. Le personnel, on en a fait mention aussi un petit peu, principalement dans les salles, les SCS, finalement, on parle de travailleurs communautaires, de travailleurs en réduction des méfaits, on parle de personnel infirmier, parce que bien que des modèles, il y a des variations, le modèle médical
dans les provinces, c'est quand même le modèle qui est le plus mis de l'avant pour l'instant. Et donc, le personnel infirmier fait partie intégrante des équipes à l'intérieur de cette salle-là. Je tiens à mentionner les salles de prévention des surdoses qui sont principalement, qui sont en Colombie-Britannique et en Ontario, sont gérées, je l'ai un petit peu mentionné tantôt, par nos confrères, consoeurs, activistes, bénévoles, pour gérer ces centres-là avec une rigueur et une volonté de changer les choses et de réduire la mortalité dans leur propre communauté. Donc, je les salue aujourd'hui, mais ces centres-là ont vu le jour presque avec rien, avec une grande volonté, par contre, avec peu de moyens, mais avec une grande volonté de changer un petit peu la donne dans leur communauté. Donc, ces centres-là sont principalement gérés par des activistes en réduction des méfaits à grandeur du pays. On en parlait, les assouplissements. Sandiane a fait mention un petit peu au départ que c'était très ardu de déposer une demande d'exemption demeure un exercice assez important, mais les critères sont quand même allégés avec le nouveau gouvernement en place. Donc, je pense qu'on est passé, c'était de 28 critères de mémoire et on est descendu à 5 critères, qu'on y reviendra aussi au niveau de l'acceptabilité, etc. Cependant, d'autres assouplissements sont à venir et même Santé Canada est très à l'écoute aussi de comment un petit peu faciliter cette démarche-là. Et avant les fêtes, justement, on a eu d'autres critères d'assouplissement qui ne sont pas là, dans la présentation, mais qui étaient entre autres sur la nécessité d'obtenir un soutien de la santé publique locale, entre autres. C'est quelque chose qui est aussi plus ouvert maintenant pour déposer une demande. On doit avoir, c'est pas une obligation d'avoir l'appui de la santé publique locale, mais bien d'avoir différents appuis d'instances municipales. Et il y a eu des questions en ce sens-là aussi, là, des rôles des différents paliers des gouvernements, qu'on y reviendra un peu plus tard, mais maintenant les communautés, les organisations peuvent avoir aussi d'autres types de soutien que le réseau de la santé en tant que tel. Donc, ça peut être un soutien municipal, etc. Et l'autre assouplissement qui a été annoncé avant les fêtes, un petit peu avant les fêtes aussi, c'est qu'avant, on était tenu aussi d'avoir des obligations de budget récurrent en provenance du ministère de Santé et des Services sociaux, parce que la compétence de santé est comme les approches de santé, donc il fallait que ça passe vraiment par le ministère provincial. Donc maintenant, les règles sont un peu plus souples. Une organisation pourrait déposer une demande et de proposer un plan financier viable pour que le projet tienne, mais qui n'est pas nécessairement en lien, en provenance, avec une obligation qui provient du ministère de la Santé. Donc, c'est des règles d'assouplissement qui sont saluées et on y reviendra à la perspective pour la fin, mais les règles s'assouplissent, on les salue, mais on souhaite aussi les assouplir davantage aussi pour permettre à différents modèles et différentes communautés d'avoir ces services-là accessibles. Voilà. Bonjour. Changer. Oh, OK. C'est juste un bref historique. Dans le fond, c'est juste pour dire les adresses, pour dire que quand on a ouvert en 2017, ça faisait 27 ans qu'on était dans le quartier Centre-Sud, dont l'adresse du 1347, c'était à un coin de rue d'où on est présentement. Puis, il n'y avait jamais eu de problème. Ici, on a des inquiétudes avant l'ouverture des commerçants. Bon, il y avait peur que ça crée un achalandage, que ça attire des nouveaux visages, des nouvelles personnes, des vendeurs, plus de consommateurs. Peur d'une augmentation de la violence.
ils trouvaient ça inacceptable qu'un SCS s'ouvre dans un corridor scolaire. Puis il y avait la peur aussi que la crainte que les enfants deviennent des muses. Bon, les demandes qui ont été faites, c'était des modifications à nos heures d'ouverture. Nous, on a toujours été de jour. Eux voulaient qu'on rouvre de 9h30 à 14h30. Ensuite, ce qui a été refusé, on a accepté d'ouvrir à 9h30, mais on ferme à 15h30, à 17h30. Ils ont demandé l'ajout d'un brigadier. Je suis nerveuse un peu. Ça va bien. Je vais mettre les lunettes aussi, ça va mieux. Donc, on va suivre les affaires. Les actions qu'ils ont faites, ça n'a pas été facile, en tout cas. Quand il y a eu les rénovations, qui se sont éternisées un petit peu à cause de ci, de ça, parce que nous, il faut dire que le SCS est dans nos locaux, dans la bâtisse même de Spec de rue. Fait que ça a fait beaucoup de changements. Ça a été long pour les travaux, les permis, tout ça. Ils ont fait de la surveillance. Ils surveillaient que parce que la porte était ouverte là, quand ils construisaient, puis ils surveillaient que les travailleurs aient leur casque de sécurité sur la tête. Que tous les permis soient affichés. Ils ont mis des affiches sur les arbres, sur les poteaux du quartier pour dire que les maisons étaient pour perdre de la valeur à cause de la venue d'un SCS. Ça ferait baisser la valeur des maisons. On a eu beaucoup de problèmes aussi avec le commerce en face. La propriétaire est commerçante, mais est aussi parent et résidente du quartier. Ses enfants vont à l'école primaire qui est près de nous. Donc, elle s'est mise à ouvrir des pages Facebook, à prendre des photos. À un moment donné, il y avait un usager qui était en train de réparer son vélo. Puis elle a tout de suite pris une photo en disant que ça y est, il est en train de préparer sa drogue. Il y a un monsieur, à un moment donné, il est tombé en avant de l'organisme, qu'on ne connaissait même pas. Il est en vélo, il est tombé. Elle a pris une photo. L'infirmière est sortie pour donner les premiers soins à la personne. Mais encore là, c'était « Ah mon Dieu, il devait être bien gelé, puis il est tombé en avant. » Il y a eu une situation de crise un moment donné sur l'Ontario. Encore là, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Les intervenants sont sortis pour aller voir ce qui se passait. Encore là, il y a eu une photo de mise sur Facebook. Elle s'installe aussi en face, c'est un petit café, puis elle se mettait direct en face de la fenêtre pour nous observer. En tout cas, c'était rendu assez stressant. Elle a fait une plainte aussi parce qu'on fumait en avant de l'organisme. Elle appelait régulièrement, elle et d'autres parents, là, les journalistes. Ils cherchaient toutes les failles là, pour nous nuire. Mais les journalistes, à un moment donné, se sont tannés parce que dans le fond, il n'y avait jamais rien, des vraies nouvelles à diffuser. Je suis rendue où? OK. Donc, nous, les actions entreprises, ben, c'est ça, pour les heures d'ouverture, on a ouvert, nous, on aurait aimé ouvrir à 8h30, mais on a décidé d'ouvrir à 9h30. Mais comme je disais tantôt, on ferme à 17h30 pour le SCS, pour le certificat, c'est 18h30. On a fait une surveillance accrue, quand on dit c'était, il y avait tout le temps un intervenant dehors au moins pour vraiment montrer qu'on surveillait ce qui se passait. Il y a eu des tournées quotidiennes qui s'est faites autour de l'école par les intervenants. Il y a la brigade de
de propreté de tapage, qui faisait des tournées régulières aussi. Le travail de milieu pour être sûr qu'il n'y avait pas de seringue à la traîne. Ils ont rencontré aussi les commerçants pour les rassurer, pour leur dire bon, s'il y a quoi qui se passe, venez nous voir. On s'est informé sur les règlements municipaux que oui, on avait le droit de fumer en avant, mais sur le trottoir au lieu d'être juste en avant de la fenêtre. On a demandé à ce qu'avec l'aide, avec l'appui du CIUS puis de la DSP, que les photos soient retirées des pages Facebook. Sinon, ça pourrait aller jusqu'à une mise en demeure. Il y a le comité voisinage qui a lieu tous les 2 mois environ. Il y a un plan d'action qui a été créé afin de déterminer les priorités visant à rassurer les commerçants et les résidents. On a eu la journée avant, nous on a ouvert le 23 novembre 2017. La journée d'avant, on a fait une porte ouverte qui a eu, j'avais marqué 125, mais en fin de compte, c'est 160 personnes qui sont venues. Plusieurs résidents, les commerçants, puis il y a plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils ne savaient même pas qu'on existait avant qu'on rouvre. Pour ceux qui n'ont pas si tellement que ça. Bon, le SPVM s'est engagé aussi à faire plus de surveillance aux alentours de SPEC. Mais selon un rapport émis au mois de septembre 2018, soit pratiquement un an après notre ouverture, il n'y a pas eu de hausse de criminalité. Il y a un intervenant de pivot aussi qui a été engagé par le CSDM, par le lien entre l'école et pas l'école, les résidents, les commerçants unis. Bref, après un an, ben là, la commerçante et 2 autres opposants ont changé leur enfant d'école. Donc, on peut dire qu'après environ un an, durant les travaux et après l'ouverture de harcèlement, d'intimidation et de diffamation, la poussière semble retomber. Les personnes qui fréquentent Spec de rue sont très satisfaits et contents de notre nouveau service et apprécient particulièrement notre épi. On avait reçu 35 lettres d'appui provenant de regroupement pour les SIS de chercheurs et de nos partenaires. Nous avons reçu aussi beaucoup de commentaires positifs de la part des résidents et de commerçants. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. Je suis content avec mes collègues de Montréal en ce froid sibérien ce matin. Donc, je ne sais pas s'il fait froid ou chaud dans vos régions, mais habillez-vous si vous sortez de l'organisme parce qu'il fait pas chaud. Donc, Prendre part, c'est un organisme communautaire qui existe depuis 30 ans dans le même quartier, le quartier Saint-Roch à Québec, dans la magnifique ville de Québec. Un peu comme avec mes collègues aussi, c'est quand même un travail de longue haleine. Prendre part n'a pas encore de service de salle de consommation supervisée en place aujourd'hui. Mais ça fait quand même assez longtemps qu'on travaille sur les besoins des personnes qui auraient besoin de ce type de service-là, d'accompagnement. Ça a évolué, mais on espérait dès 2001, à la sortie des travaux qui ont mené à l'ouverture de Inside à Vancouver, on était interpellés à ce moment-là et d'emblée, on avait identifié pour la Ville de Québec, c'était pas moi qui avais identifié ça, je n'étais pas à la direction de l'organisme, mais quand même, à ce moment-là, les besoins pour la Ville de Québec, à l'époque, ça s'appelait pas la capitale nationale, pour la Ville de Québec, pour vous dire comment c'est vieux, ces démarches-là, ça fait longtemps. En 2001, on avait identifié le besoin d'avoir un service d'injection supervisé. Je passe de 2002 à 2011, je rejoins un peu ma collègue Sandia sur tout l'aspect sombre du gouvernement conservateur ainsi que Stephen Harper et différents changements de gouvernement municipal et québécois aussi, qui, ce type de service-là, où les besoins de notification, de reconnaissance des stratégies de réduction des méfaits ont été plus ou moins difficiles. Il y a eu des époques où à la limite même, on militait pour conserver ce qu'on avait déjà acquis par le passé. Donc, une grande période entre 2002 et 2011 où c'est l'époque de la grande noirceur, qu'on pourrait dire, pour les approches de réduction des méfaits, les services en réduction des méfaits à ce moment-là. Donc, 2011, on avait eu, nous, tout au long de ça, il y a eu beaucoup d'activités militantistes, beaucoup de stratégies médiatiques. Il y avait peu de gens qui voulaient écouter ce qu'on avait à dire, ce qu'on avait à demander.
Et encore aussi, il y avait très peu d'écoute pour les besoins des personnes qui consomment des drogues par injection, entre autres. Donc, il y a eu plusieurs opérations pour essayer de maintenir à l'agenda ce type de besoin-là pour les personnes, où les personnes étaient à l'avant aussi. Les personnes consomment qui vivaient des décès et des problématiques. On en parle peu maintenant, mais toute l'infection au VIH, l'infection à l'hépatite C à cause de tout l'aspect des surdoses depuis plusieurs années. On a comme oublié cette histoire-là, on ne la met pas de côté. On considère que c'est aussi important, mais on dirait qu'à cause des décès qui sont plus rapides, à cause des états de vulnérabilité de nos gens, c'est comme si c'est devenu secondaire alors que c'était très présent. C'était beaucoup le moteur à l'époque, du moins, de mettre en place ce type de service-là. Donc, en 2011, consultation publique, nous, on avait un peu défié de mettre de l'avant un peu de façon déviante aux délinquantes à l'époque. On avait un peu confronté le ministre de la Santé à l'époque d'ouvrir un service d'injection supervisé, non approuvé, non financé. On s'en foutait un peu, on voulait comme répondre aux besoins des gens. Ça a brassé un petit peu l'opinion publique et dans le coin chez nous, entre autres, il y a eu besoin d'organisation d'une consultation publique dans le quartier. Je rejoins beaucoup l'historique de mes collègues où on a entendu le plus beau et le plus laid dans ce type de consultation-là. Ce n'est pas un exercice qui était nécessairement facile, mais il y a eu une grande levée de bouclier de la part des consommateurs de drogue. Il y a eu les premières grandes mobilisations des utilisateurs pour dire écoutez, on a des besoins, on va vous le dire. On avait la chance d'avoir les acteurs principaux, direction publique, service de police, pour du moins entendre les besoins et somme toute, toute la démagogie aussi qui peut se produire dans ce type de démarche. Donc, c'est un exercice de consultation de 2011. Et après ça, 2011, on va de l'avant avec un début des travaux par le CIUS, un besoin d'identifier les besoins sur la pertinence de ce type de service-là. Donc, il y a eu un grand travail de fait avec lequel on a collaboré. Et puis, les utilisateurs de drogue aussi par injection ont collaboré pour mettre en place et identifier les besoins de pertinence. Au miracle, à la fin de cette belle démarche-là, il y a reconnaissance de besoin de pertinence de ce type de service d'injection supervisée. À l'époque, on appelait ça comme ça. Donc, 2015, c'est ça, il y a eu les travaux, le dépôt du rapport, et en 2015, l'Agence de la capitale nationale dépose une résolution pour dire, bon, écoutez, il y a pertinence pour la Ville de Québec, et allons de l'avant à mettre en place des travaux pour faire une demande à Santé Canada et de trouver un site, un local, et quelle structure serait la plus adaptée pour la Ville. Donc, juin 2016, on commence les travaux et en juin 2018, cette année, le CIUS prend le leadership pour mettre en place une grande consultation publique de 2 soirées incroyablement merveilleuses où on se fait pas mal blaster à la grandeur des consultations, en plus des soirées d'information. Mais il y a aussi le plus beau de certains commerçants qui se lèvent debout, il y a certains résidents aussi et des participants qui aussi appuient les services d'injection supervisée. C'est comme ça qu'on le présentait à l'époque. À l'époque, comme c'était il y a 2 ans, ça fait 8 ans. Donc, cohabitation sociale de point de repère, démarche grand public, je l'ai dit tantôt, 22 acteurs significatifs rencontrés avant les soirées d'information. C'est une stratégie qui a été mise de l'avant pour dire quels sont les gens qu'on pourrait renseigner, qu'on pourrait voir un peu la chaleur de leur côté, y a-t-il l'appui, il y a déjà des préoccupations. Donc, on a rencontré 22 acteurs à ce niveau-là. Je l'ai parlé. Conférence de presse, page web aussi, où les gens pouvaient déposer des mémoires suite à ces soirées d'information-là. Donc, il y a eu plusieurs dépôts de mémoires qui ont été analysés jusqu'à maintenant. Et 10 rencontres de proximité. Donc, on avait dit aux gens, écoutez, il y a la Société de développement commercial qui devait être rencontrée. Il y avait d'autres acteurs communautaires, commerciants qui devaient être rencontrés. Des gens aussi qui étaient plus touchés par le lieu qu'on avait ciblé pour développer ce type d'activité-là. Donc, les gens-là ont eu accès nécessairement à une autre rencontre où on pouvait répondre de façon plus précise et plus longue à leurs préoccupations. Donc, cohabitation, je vous referai pas un peu, je pense, l'historique de l'ensemble de l'œuvre où les gens ont eu les mêmes craintes qui n'ont jamais été fondées, ou en tout cas, du moins, en termes d'évaluation de données probantes, l'augmentation de la criminalité, l'effet peau de miel, l'augmentation du trafic de drogue, donc on voit que ça se réalise rarement ou jamais ailleurs où ont été mis en place des services d'injection supervisée ou des services de consommation sécuritaire, mais on a fait face à ces mêmes craintes-là qui se sont présentées. Questionnement sur la démarche en termes de transparence, projet versus PPU, c'est beaucoup d'éléments, dans le fond, dans le choix du terrain où les gens sont arrivés. Et dans ce type d'exercice-là, c'est pas nécessairement facile aussi, là,
Tu as les gens qui arrivent avec des données un peu galvaudées ou ils ne veulent pas entendre. Puis il y a aussi des craintes qui sont vraiment fondées. Des citoyens qui ont pris le temps vraiment, je pense, sans démagogie, sans lobbying, sans rejeter du revers de la main les besoins des personnes, mais qui ont quand même nommé des choses en termes de faiblesse de projet ou au moins d'éléments à éclaircir. On a tenu compte de ces activités-là. L'aspect plus difficile pour les gens qui utilisent des drogues, on a eu aussi, on a le droit encore à notre super page web pour la Ville de Québec de gens qui s'opposent à ça. On a eu, on a eu plein d'acteurs qui ont étalé vraiment. Ce qui est difficile pour nous avec les valeurs de l'organisme communautaire, la pertinence pour nos gens, l'importance de nos gens qui utilisent des drogues, c'est de subir un type de démarche comme ça où tu compares un peu le besoin de sauver la vie des gens face à une augmentation ou une diminution potentielle du chiffre d'affaires. C'est des valeurs qui sont un peu bouleversantes quand tu penses à des individus, des gens qui rejetaient nécessairement du revers de la main le besoin de ces gens-là. On a tombé vraiment dans la démago extrême dans certains acteurs où vraiment les gens ont trouvé vraiment difficile de passer à travers ce processus-là. Je ne parle pas nécessairement sans oublier les travailleurs, les directions et nos bénévoles et nos conseils d'administration qui ont aussi à dealer avec ça. Donc, les pistes de réflexion pour prendre part, le leadership dans cette démarche-là, c'est super important. Nous, on avait bénéficié tout le long et on en bénéficie encore de l'expérience de nos collègues à Montréal et ailleurs au Canada, mais il y avait comme une position au point de repère. On voulait vraiment plus assurer, du moins en construction ou en co-décision, l'ensemble des travaux pour être capable de justement prévoir qu'on ne s'éloigne pas des valeurs de réduction des méfaits dans une approche Bosseuil et des services qui ressembleraient aux besoins réel des personnes. Donc aussi, en termes de processus de consultation, je n'ai parlé beaucoup, l'acceptabilité sociale versus une acceptabilité communautaire. Il y a comme quelque chose qui est de l'ordre du aussi, en termes communautaires, on travaille dans une communauté, mais on est des acteurs de changement social. Et quand tu vois dans une population, que ce soit un quartier donné ou une communauté ou une société qui a de la misère à inclure l'ensemble de ces personnes, quand il y a des surdoses qui surviennent dans une communauté, c'est pas des personnes qui utilisent des drogues, ce sont des personnes à part entière, et on voit nécessairement qu'il n'y a pas nécessairement cette même préoccupation. Est-ce qu'on ne l'entend pas, on a comme l'impression que ces gens-là sont moins importants, des citoyens de deuxième catégorie, ça, c'est plus nécessairement facile à vivre. Que ce soit dans les consultations ou même quand tu tentes d'offrir des services à ces gens-là, où tu deviens comme organisme, comme organisation, un problème pour un quartier, c'est particulier. Politisation du dossier, ça c'est souvent très important d'en tenir compte pour ceux qui voudraient nécessairement mettre de l'avant ce type de service-là. C'est quelque chose qui, en termes d'acceptabilité, ce type de service-là, tu ne gagnes pas beaucoup de votes avec ça. Et les mélanges des acteurs de ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire, comment tu travailles ces dossiers-là avec la fragilité que ça va avoir, la sensibilité. Oui, j'arrête là-dessus. Et plus difficile, c'est que l'aspect politique est à tenir, puis l'implication des pairs à retenir qu'il faut impliquer les personnes qui consomment dès le départ et tout le long. Voilà, rapidement. Oui, excusez-moi. Rapidement dans une perspective, en espérant, puis si vous voulez rebondir sur des choses avant qu'on se quitte, mais dans une perspective pour le futur, là, vous le voyez, il faut normaliser, voire dépolitiser les SIS aussi pour pouvoir permettre une plus grande diversité de services. Il faut avoir différents services parce qu'il est essentiel de pouvoir avoir un continuum de modèles allant de la gestion de services à bas seuil opérés par des pairs jusqu'à des services de santé complets. Donc, c'est important de diversifier. Décriminaliser, j'y vais rapidement parce que, voyez-vous, si on réussit à décriminaliser les drogues, on n'a plus besoin d'exemption pour offrir de tels services. Ces services-là devraient être offerts pas juste dans des instances de réduction des méfaits, mais il devrait y avoir, comme certaines expériences au Canada, entre autres des salles de consommation dans les hôpitaux, par exemple, pour que les gens qui sont hospitalisés puissent continuer leur vie, continuer de consommer malgré leur hospitalisation. Donc, on devrait voir ces services-là bien au-delà des centres en réduction des méfaits. On doit les démocratiser aussi pour qu'ils soient un moteur de changement réel pour la crise des surdoses que l'on vit en ce moment. Voilà. Bien, merci à vous cinq. C'était vraiment intéressant d'avoir le portrait global de ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui serait intéressant qui se passe dans le futur. On fait un changement de caméra pour la période des questions. Donc, je vous invite, si vous avez quelques questions, on va prendre 5 minutes pour y répondre. Vous pouvez les inscrire dans la boîte de commentaires qui est à la même place que tantôt. Entre-temps, on a reçu des questions par courriel lors des inscriptions.
Puis notamment une qui se demandait spécifiquement, vous en avez un peu parlé à travers les présentations, mais quand même, quel rôle peuvent jouer les différents niveaux de gouvernance, autant le municipal, le provincial, le fédéral, pour promouvoir l'accessibilité aux services de consommation supervisée? Je lance la question. Martin? Ben, oui, rapidement, je pense que les 3 paliers de gouvernance sont importants, chacun pour des rôles bien spécifiques. On parle qu'on peut diversifier nos appuis pour ouvrir ou pour avoir de telles initiatives. Si on pense au rôle que le municipal peut jouer, le municipal peut jouer un rôle à travers son service de police, par exemple, pour obtenir des appuis. La ville peut aussi contribuer à trouver des installations ou un endroit qui faciliterait de tels services dans les communautés. Et la ville peut aussi jouer un rôle, et elle le joue à Montréal auprès des citoyens qui sont un peu plus inquiets. Donc, l'équipe municipale peut jouer un rôle de courroie de transmission d'informations auprès de leurs citoyens. Niveau provincial, ben, on parle évidemment d'un financement parce que bien qu'il n'est plus obligatoire, je pense que le ministère de la Santé doit jouer aussi un rôle. Donc, il est important au niveau du financement du réseau de la santé et le rôle de la province, il est également important pour permettre une continuité de service peut-être plus poussée quand on parle de soins au niveau médical. Donc, des collaborations entre les réseaux de santé, par exemple, est importante pour nous là, dans nos communautés. Donc, offrir des services à bas seuil, mais qui se poursuivent dans l'instance de santé officielle, je veux dire comme ça. Donc, le rôle de la province est important. Fédéral, rapidement, puis mes collègues, vous pouvez rajouter, mais on parlait de rôle majeur en lien avec les lois qui encadrent ça. Donc, le rôle du fédéral sur le changement de loi, sur la décriminalisation, pour faciliter les demandes d'exemption, entre autres. Donc, voyez-vous, chaque palier gouvernement a un rôle, je dirais, important à jouer et je pense qu'on a besoin de chacun de ces instances-là dans leur rôle pour permettre et faciliter et ultimement éviter des décès, donc sauver des vies principalement. Donc, on a besoin de ces instances-là pour appuyer nos démarches. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Bien, je pense je appuierais juste de dire qu'au niveau provincial, on voit souvent là, la raison au niveau du ministère de la Santé et tout ça. Au niveau fédéral, on le voit aussi avec l'exemption, mais le municipal a vraiment, c'est un gouvernement de proximité. Il y a vraiment un rôle, on a eu 2 exemples au niveau de la cohabitation sociale, il y a vraiment un rôle justement d'influence, puis justement de dire quelles sont les raisons, le fait que c'est hyper important finalement de mettre en place des services de consommation supervisée, de démontrer cette pertinence-là. Je pense qu'ils ont un rôle auprès de la population en général pour favoriser cette cohabitation sociale, un rôle qui est hyper important de par leur proximité. Merci. Il y avait une autre question, puis vous en avez parlé un peu, notamment, que je pense que les utilisateurs semblent contents du service, à part d'un besoin qu'ils ont nommé ou que vous avez identifié. Mais comment est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur le vécu des personnes qui utilisent les services? Est-ce que sont satisfaits? Il y a plusieurs améliorations à apporter. Comment ça se passe? Ben, je peux peut-être débuter au niveau, puis mes collègues vont sûrement avoir d'autres éléments à amener, mais si j'arrive avec mon équipe, finalement, qu'est-ce qu'elle me parle quand les personnes qu'elle rencontre, et ça, c'est souvent le fait de dire des gens veulent voir, veulent vraiment avoir avec l'intervenant, ça. Des gens veulent voir vraiment ils sont contents qu'il y ait du personnel infirmier qui soit là. D'autres moins. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique, c'est-à-dire que c'est pas 100% des gens veulent que l'infirmière soit là, ou 100% des gens veulent que l'intervenant, on est vraiment dans offrir des possibilités différentes aux personnes. Et je pense que c'est ça la clé, finalement, on en parle beaucoup. La clé de l'accessibilité, c'est d'avoir différents modèles. On en a parlé, on parlait de centres de prévention des surdoses, de lieux temporaires, de lieux où les pairs sont beaucoup impliqués. Donc, vraiment d'avoir des lieux qui sont différents pour faire en sorte de répondre à différentes personnes qui ont différents besoins. Donc, oui, des modèles différents, mais aussi, comme Martin disait il y a quelques instants, dans des endroits différents, des modèles qui sont aussi, qui vont être en cohérence avec les différents besoins des différentes personnes. Moi, je pense que ça, c'est vraiment l'aspect qui ressort le plus chez les personnes qu'on rencontre.
les gens nous nomment qu'ils ont besoin d'un lieu sécuritaire. Des fois, la connotation de la supervision de la consommation pour quelqu'un qui consomme depuis de nombreuses années, souvent, ces personnes-là nous nomment que ce n'est pas tant la supervision qu'ils ont besoin plutôt qu'un lieu sécuritaire. Donc ça, c'est important. La présence, par contre, du personnel de soins de santé est très appréciée parce que les gens demandent, ils veulent avoir des services en soins de santé, mais peut-être pas au niveau de la supervision de l'injection, mais tous les petits bobos connexes aussi que les gens ont. Donc, les gens apprécient les gens de l'instance de santé. Pour chez nous, en tout cas, je parle pour chez nous, mais des fois, on questionne un petit peu l'aspect supervision de l'injection et nomment qu'ils ont besoin d'un endroit pour consommer finalement, en toute sécurité. Si on peur de leur qualité de dope, ils veulent venir chez nous, ils se sentent en sécurité, mais c'est ça. Des fois, les paramètres sont un peu trop élevés. Donc, l'idée aussi de défi que je lui ai mentionné, c'est d'adapter le plus possible aux besoins qui sont exprimés par les gens, hein, parce que il faut écouter les principaux intéressés qui sont les utilisateurs de ces services-là. Donc, il faut vraiment l'adapter pour ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il reste peut-être 2-3 minutes si vous avez une dernière question. Moi, j'en avais une dernière pour vous tous. Vous tous et toutes. Est-ce que la lutter en lien avec la décriminalisation de toutes les drogues, est-ce que vous voyez la légalisation du cannabis comme un premier pas vers justement la décriminalisation de toutes les drogues? Ou c'est quoi votre opinion là-dessus? Oui. Une des préoccupations, on l'avait aussi, cette norme-là, pour chez nous, en termes de décriminalisation, c'est que ça envoie un message. Hein. On comprend qu'il y a une marge entre ce que les gens consomment chez nous et le cannabis. Puis je voudrais surtout pas qu'on mêle ces débats-là, mais du moins, socialement, moi je pense que légaliser une drogue pour le citoyen, les citoyens qui voient ça à la télévision, je pense qu'on a fait un pas en avant sur, OK, il y a comme une partie du moins pour les consommateurs de cannabis qui ne sont pas des criminels et on voit un monsieur tout le monde dans les images et tous les groupes d'âge arriver dans ce type de boutique, les boutiques où ils se vendent le cannabis. Ça envoie comme un message de « Ah ben mon Dieu, il y a des consommateurs de drogue qui ne sont pas des criminels, ils ne sont pas en itinérance ». Je sais que ça, au moins, socialement, on a fait un pas. On a enlevé une partie du moins de l'image. Et c'est ça ce qui nuit pour les personnes qui consomment des drogues, c'est tout l'impact que tu as socialement de te faire voir comme un criminel. Je sais que du moins, même si ce sera probablement les consommateurs de cannabis ne sont pas les mêmes qui fréquentent nos organisations, j'imagine que c'est un peu dans l'idée, mais du moins, je pense que socialement, on a envoyé un message comme quoi certaines drogues ou l'utilisation des drogues peut être permis d'être légalisé sans qu'il y ait une catastrophe. Puis ça enlève nécessairement une stigmate, à mon avis, socialement, sur les personnes qui font usage de drogue. La prohibition est probablement le pire système qui crée le plus de méfaits dans nos communautés. Donc, on peut le voir comme une première voie de passage pour enlever parce que ce système-là est définitivement le plus lourd. Donc, tout système en dehors de la prohibition est mieux que le système de prohibition qui existe actuellement depuis de nombreuses années. Donc, il faut le voir comme ça, mais il reste beaucoup de chemin à faire pour les personnes dans nos communautés. J'ajouterais juste un petit point là-dessus. On parle beaucoup de décriminalisation et de légalisation. Pour moi, la légalisation amène aussi un point important. C'est le point du contrôle des substances. Donc, pour moi, je pense que pour les personnes qui consomment, c'est ultra important. On sait qu'il y a beaucoup de contamination, il y a beaucoup de coupes, etc., etc. Donc, d'arriver et de dire quand on arrive à une légalisation, bien là, on assume les substances, on assume de contrôler la qualité de ces substances-là et donc, encore une fois, de contribuer probablement à réduire des surdoses. Voilà. Je sais qu'on est on a dépassé notre temps limite prévu. Je terminerai peut-être juste avec une question d'une personne qui assiste au webinaire. Qui se demandait justement à Québec, où en êtes-vous rendu concrètement? Est-ce qu'on peut espérer voir un service de consommation supervisé ouvrir ses portes dans les prochains mois, les prochaines années? Quelles étapes il reste à franchir? Je ne sens pas qu'il regarde, je vais faire attention à ce que je dis. Écoute, il y a eu les étapes de consultation en juin. Je dirais, on était au travail
pour la demande d'exemption. Donc, on travaille avec le CIUS et les différentes directions à écrire une demande. On est parti aussi du même modèle québécois de beaucoup quelque chose de très lourd. On entend le message au Canada et au reste du Canada de garder ça simple, mais c'est pas nécessairement évident. On est parti sur cette trajectoire-là. Je pense qu'on la maintient un peu, mais ça avance quand même concernant l'acceptabilité sociale et le choix du lieu. On est encore à évaluer. On a comme fait la consultation publique, puis on a écouté nécessairement ce qui s'est dit là. Pour ce qui est du lieu, ben, on avance avec les différentes autorités. Là, je suis un peu mal pris de répondre et pas répondre. C'est pas si simple que ça, dans le fond. Moi, on l'espère. C'est notre souhait de voir à mettre en place des salles de consommation supervisées pour l'été, du moins un site temporaire, du moins pour permettre l'injection. Mais en même temps, on regarde déjà les différentes opportunités qu'il pourrait avoir là, pour être capable de voir ce qui se fait au Canada dans le sol pour répondre de façon plus adéquate. Quand même plusieurs décès dans la ville de Québec au cours de la dernière année, c'est préoccupant. La préoccupation aussi, c'est d'écouter nos intervenants et nos personnes qui consomment à ce besoin qui est immédiat-là, qui est déjà trop ancré depuis longtemps. Donc, on a aussi un travail à essayer de garder tout le monde en entour de nous autres, les conseils d'administration, les bénévoles, les personnes qui consomment sur cette motivation-là, parce que les délais engendrés par le type de démarche qu'on fait là ne sont pas compréhensibles pour la communauté et ça commence nécessairement à se refléter sur le questionnement des gens, à dire, ben écoute, on veut avoir des services, on est en train de mourir, donc il y a tout d'autres opportunités pour aller plus rapidement. Bon, ils jouent aux différents niveaux en regardant les modèles, mais en regardant nos opportunités. Ceci étant dit, c'est pas simple, c'est complexe, c'est beaucoup d'acteurs, c'est des pratiques différentes, donc on essaie d'évoluer le plus rapidement. Ceci étant dit, quand on parle d'une mission pour aider ces gens-là, ben on est contrairement dans le champ gauche, à mon avis, de ne pas répondre de façon adéquate le plus rapidement dans une vision communautaire. Mais ça, c'est moi qui le dis, mais on essaie les différentes opportunités pour être capable de faire avancer ce type de projet. Merci à vous cinq pour d'avoir partagé votre expérience avec nous aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont participé, qui sont toujours là à 12h15. Donc, voilà, je vais vous laisser aller dîner. Puis, le webinaire va être disponible par la suite en ligne si vous voulez le partager avec des personnes qui n'auraient pas pu être là aujourd'hui. Donc, merci. Merci, au revoir.